Bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus pour cette première édition de l'événement Finance Boost. Donc, je suis Adrien Tussaud, je suis membre de l'équipe de Pépite Sorbonne Université et on est ravis de vous accueillir avec nos collègues de l'Université de technologie de Compiègne pour cet événement qui aura pour but de vous faire découvrir les financements à l'innovation et pour réaliser votre projet. Donc c'est un immense plaisir de vous accueillir. Cet événement, on l'a pensé avec nos collègues du pôle universitaire d'innovation, de Pépite Sorbonne Université et le pôle entrepreneuriat de l'UTC, avec l'objectif d'apporter une nouvelle brique à l'écosystème d'innovation, de créativité qui vous est proposé pour réaliser votre projet. Et l'objectif, c'est vraiment de vous sensibiliser et de vous accompagner de l'étape du début jusqu'à la réalisation de votre projet, que vous soyez à l'université, en venant juste d'arriver dès la première année jusqu'à votre dernière année d'études, voire même au doctorat, et même après en tant qu'alumni. Donc voilà, on est ravis de pouvoir faire ça. Donc cet événement a pour but, voilà, comme je l'ai dit, de vous présenter ces différentes modalités. On va le faire à travers tout un programme que je vais vous présenter rapidement. Donc tout d'abord, vous allez avoir 3 masterclass. Une première qui va commencer tout de suite sur le parcours de financement du point de vue de l'entrepreneur ou du porteur de projet. Une deuxième masterclass qui sera suivie juste après sur on se concentrera plutôt sur les financements dédiés à l'innovation, aux projets innovants avec une dimension technologique ou non, on verra où s'arrête l'innovation, où commence-t-elle. Et on finira par une troisième masterclass sur comment lancer une campagne de crowdfunding, quels sont les critères du succès pour faire un financement participatif. En parallèle de ça, vous avez bien sûr des rendez-vous qui ont été ouverts avec des experts, avec plus de 12 structures de financement. On les remercie de leur participation, donc ça se passera dans toute l'après-midi. Et donc tout ça jusqu'à à peu près 17h. Et à 17h, petite pause. Et on se retrouve après tout simplement pour le concours de pitch, où plusieurs étudiants de Sorbonne Université et de l'Université Technologie de Compiègne viendront présenter leur projet devant un jury. Et ça permettra ensuite de clôturer la journée avec la remise des prix et bien sûr les mots de représentants de l'établissement. Donc merci d'être venus. On espère que vous allez passer un bon moment. Donc on l'a construit un peu comme ça. Et voilà, je propose qu'on commence tout simplement. Et bienvenue et bon événement. Et donc je vais inviter les premiers intervenants de la table ronde à me rejoindre sur scène. Merci. Eh bien écoutez, on va commencer dans cette première notre première masterclass donc sur le parcours de financement pour un porteur de projet, avec l'objectif, avec nos intervenants, d'identifier quels financements et quelles étapes et avec quelles structures s'orienter quand on commence un projet. Donc je remercie Amandine, Anthony et Antoine d'être venus avec nous. Je vais tout d'abord faire un petit point technique. Donc ces masterclass sont enregistrées. Donc vous pourrez les retrouver dans les chaînes YouTube de l'UTC et de Sorbonne Université à la suite de l'événement. Si jamais vous devez partir un peu avant ou tout simplement aller à un rendez-vous d'accompagnement, on vous invite à vous mettre sur les côtés ou au fond pour pouvoir quitter discrètement, parce que la caméra sera tournée bien sûr sur les intervenants, mais la captation son sera pour tout le monde. Avant de commencer, de laisser nos intervenants se présenter un petit tour de table, je voulais déjà vous poser une question un peu dans le public, à main levée, pour voir un peu où vous en êtes. Qui peut me dire si vous avez déjà entendu parler de prêt d'honneur ? Ok, donc un public un peu déjà averti sur les prêts d'honneur en partie. Ok, merci beaucoup. Et qui a entendu parler du terme de microcrédit ? Ok, un peu moins. C'est parfait. Merci beaucoup. Très bien. Donc, on va d'abord commencer par une petite présentation, puis ensuite, ce sera une discussion assez ouverte. Et je vous invite à garder toutes vos questions que vous aurez au fur et à mesure, puisqu'il y aura un temps qui sera prévu d'environ 10 minutes, où vous pourrez interagir avec les intervenants, tout simplement. Donc voilà à peu près comment ça va se poser. On est parti pour 1 heure à peu près ensemble. Je vais vous donner la parole déjà pour présenter rapidement qui vous êtes, d'où vous venez, et tout simplement qui souhaite commencer.
Allez, Amandine. c'est parti. Bonjour tout le monde, merci Pépite pour l'invitation. Du coup, je suis Amandine Lancelot, CEO et cofondatrice de DNTech. Donc DNTech, c'est une start-up qui développe un kit de détection pour les bactéries pathogènes dans l'alimentaire. Donc nos clients sont les industriels, plus précisément les services de contrôle qualité. Donc pour la petite histoire, initialement c'était un projet étudiant qui s'est concrétisé du coup en novembre 2022 et donc à l'heure actuelle on est au stade de recherche et développement et plus particulièrement au stade de prototypage. Voilà. Et donc on a dû trouver des financements pour financer la R&D et l'innovation en attendant de générer un premier chiffre d'affaires. Bonjour à tous. Donc Anthony Baudier, j'ai cofondé une société qui s'appelle Global Vision il y a 13 ans de ça maintenant, qui est située en métropole lilloise et qui opère notamment dans les domaines du financement de l'innovation et du financement d'entreprise. Donc on accompagne plusieurs dizaines de startups chaque année sur leur parcours financier, à la fois sur le financement d'entreprise et sur le financement de l'innovation. Bonjour à tous, je suis Antoine Scharfman, l'association ADI. ADI, ça veut dire Association pour le droit à l'initiative économique. C'est une association qui accompagne, qui finance et qui accompagne des créateurs d'entreprises sur du microcrédit qui peut être associé à un prêt d'honneur. On parle de microcrédit puisque les montants max, je parle bien de montant maximum, c'est 12 000 €. Donc c'est vraiment du démarrage, de l'amorçage, énormément d'accompagnement parce que énormément de bénévoles. L'idée, c'est d'accompagner ceux qui finalement sont en marge des institutions, du crédit bancaire, des choses un petit peu standardisées. On est là pour ça, il y a un vrai besoin énorme. Donc, Adi. Merci beaucoup pour cette co-présentation. Alors justement, pour commencer la discussion, puis présenter un peu le parcours de financement, on voit qu'aujourd'hui, d'après les chiffres de l'INSEE, en tout cas depuis, on observe un boom un peu de la création d'entreprises avec plus de 30% entre 2020 et 2021, malgré la crise Covid. Et donc dans ces questions-là, beaucoup de gens se lancent pour réaliser leur projet et souvent arrive la question du financement. Quand doit-il arriver? Quand est-ce qu'on va le chercher? Et souvent, ces questions de financement, des fois on le voit à l'Université technologique de Compiègne et à Sorbonne Université, des fois elles peuvent être vues comme un peu une bête noire qui fait un peu peur pour les jeunes entrepreneurs. Donc voilà, donc moi la question, je veux dire, est-ce qu'il y a toujours un besoin de financement au démarrage du projet? Quelle est un peu votre vision là-dessus? Et puis, je vais peut-être passer la parole à Antoine pour commencer, puis après on discutera. Et voilà, où en est-on quand on se lance? Comment on va chercher tout ça? Alors c'est vrai que la question du financement, on se gratte toujours la tête. C'est le moment où on s'interroge évidemment sur son projet. Ça va m'amener à quoi? Ça va impliquer quoi? Pour moi, il y a vraiment un besoin de financement, quel que soit le montant. Encore une fois, comme je vous le disais, chez nous, les financements sont très faible montant. Maintenant, l'idée, c'est que la vie d'une entreprise, il y a des hauts, il y a des bas. Au début, c'est pas évidemment linéaire. Donc, le financement va permettre au moins d'acquérir le minimum en termes de matériel, petit matériel, un peu plus gros. Et nous, ce qu'on conseille, c'est d'aller vers le financement. Et même si j'ai un peu d'épargne, un peu de cash, un peu des parents, un peu des gens qui peuvent m'aider, le garder comme une poire pour la soif. Et réfléchir très rapidement au financement en se disant si j'ai un peu de cash, ou un peu plus bien sûr, peut-être le garder dans la poche, aller réfléchir au financement. Si certains demandent évidemment un apport, l'amener en tant qu'apport, mais vraiment essayer de garder le cash dans la poche parce que en toute logique, il y a un moment où on en aura besoin. Voilà, maintenant, par rapport à la question de l'évolution du besoin de création, nous, on l'a vu en termes de montant et de nombre de crédits. En gros, alors j'ai mes antiges sèches, évidemment. En 2000, il y avait 21 000 dossiers qu'on a accompagnés. En 2020, pardon. En 2023, il y avait à peu près 28 000 dossiers. Donc oui, il y a une augmentation malgré tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vécu ces dernières années. En sachant que pour vous, les jeunes, ça représente à peu près 30% de ce que nous, on finance. Donc un intérêt à aller chercher quand même le financement, ou en tout cas à se poser la question assez vite. Peut-être pour rebondir, Anthony, toi de ta vision, en tout cas pour se lancer au début. Ouais, effectivement. Donc, si on parle, nous, des projets
à dominante tech, évidemment, le besoin financier est en général plus important. Donc heureusement, il y a une offre financière, vous en reparlerez après, mais assez importante. Donc oui, la création, l'augmentation des créations d'entreprises amène à une demande financière plus importante. Alors pas forcément dans la même proportion, parce qu'il y a une part de boîtes qui ont des besoins financiers plus modestes, qui se chiffrent en quelques milliers d'euros. Bon, nous, les projets qu'on accompagne, la première étape de financement va vite se chiffrer quand même en quelques centaines de milliers d'euros. Allez, entre 200 et 400 000 euros pour démarrer. C'est ce qu'on appelle l'étape de pré-seed ou de pré-amorçage, qui se fait en général essentiellement avec des financements non dilutifs, donc notamment des prêts d'honneur. Donc on est plutôt sur ces montants-là. Donc, et s'il n'y a pas ça, il ne se passe rien. Donc clairement, cette première étape de financement à quelques centaines de milliers d'euros, elle est totalement indispensable pour pouvoir avancer, pour pouvoir espérer au moins commencer à commercialiser sa solution. Sinon, l'histoire peut vite s'arrêter, quoi. Okay, donc on voit en fait il y a des strates de financement, mais le démarrage est un peu le même. Il faut d'abord aller chercher, comme tu parlais, un peu le prêt d'honneur qui permet ensuite d'aller chercher le reste. Il y a quand même cette dynamique-là à enclencher puisque ça prend un peu du temps à faire, quoi. Oui, ça fait partie du parcours entrepreneurial, quoi. C'est un volet, il y en a d'autres, bien entendu. A priori, d'abord l'aspect technique et commercial, mais le volet financier est tout aussi important. Il faut mettre du carburant pour pouvoir envisager d'aller plus loin. Donc, bon, la plupart des créateurs d'entreprises, notamment dans les écosystèmes tech, sont pas de profil financier, hein. C'est plutôt des techs. Éventuellement, il y a des profils commerciaux, mais des profils financiers, c'est plus rare. Donc, par définition, c'est des gens qui ont peu d'appétence pour l'exercice financier. Donc, ils vont pas y aller naturellement. D'une part, en plus, ça a tendance à faire un peu peur, effectivement. Donc on a des gens qui vont avoir tendance à mettre ça de côté, alors que c'est quand même un peu central, et donc il faut s'y atteler le plus rapidement possible pour justement ne pas avoir trop de difficultés, trop d'écueils. Plus on l'anticipe, plus finalement on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça, et plus derrière ça se passe de façon fluide. Du point de vue de l'entrepreneur qui est passé par là, comment ça s'est passé au début ? Oui, c'est vrai que les financements, c'est un peu la bête noire des entrepreneurs, surtout quand on est dans la tech. En général, notre spécialité, c'est plutôt le produit plus que l'aspect financier. Mais finalement, c'est une appréhension qui part avec le temps et avec les demandes qu'on fait, parce que c'est tout simplement au début un domaine qu'on ne connaît pas, mais en fait qui s'acquiert plutôt bien. C'est d'ailleurs même ce que je préfère faire aujourd'hui, les prévisionnels financiers, alors qu'au début, quand on me parlait d'amortissement et de résultats nets, j'avais tendance à un peu loucher. Mais c'est vrai que oui, en fait, c'est comme beaucoup de choses, hein. Quand on est une start-up, on est un peu multicasquette, donc les compétences, on les acquiert au fur et à mesure, même si certaines peuvent faire un petit peu peur au début. Et en tout cas, oui, pour notre part, comme on est dans la tech, c'est vrai qu'on parle surtout en centaines, voire millions d'euros. Donc on est sur des montants de financement qui sont assez conséquents et élevés. Donc forcément, on ne se tourne pas forcément vers les mêmes organismes pour demander tout ce qui est financement, donc non dilutif, subventions, etc. Voilà. Ok, merci. Bon, ce que je comprends quand même, c'est une aide essentielle au début pour se lancer, ou en tout cas aller chercher, pour, comme tu disais Antoine, pas mettre toutes ces économies au début, et sachant qu'il y a des ressources qui vont permettre, et enclencher la pompe, et puis qui permet aussi d'aller se frotter, comme tu le disais, au début, et d'apprendre ce nouveau métier, qui est peut-être celui de dirigeant un peu d'entreprise, pour aller se dire, maintenant je suis plus qu'ingénieur ou que porteur de projet, je suis aussi patron ou futur patron, en tout cas c'est mon projet, et je vais aller me frotter pour acquérir ces compétences-là, quoi. Oui, en fait, c'est un super bon exercice d'aller demander des financements, parce qu'en fait, ce qui en découle, ça va être
donner un bon business plan avec des prévisionnels qui sont surtout cohérents. En fait, le mot-clé un peu dans tout ça, surtout dans les financements, c'est d'être cohérent avec ce qu'on demande, ce qu'on a besoin et ce qu'on veut en faire. On ne peut pas aller demander 1 million à la BPI si on souhaite faire 100 000 euros de dépenses. Enfin, c'est pas possible. Et l'autre point aussi que j'ai oublié d'aborder, c'est au début, justement, pour démarrer, on dit souvent qu'on peut créer une société avec 1 euro. Mais en fait, surtout dans la tech, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que la plupart des banques ou autres organismes fonctionnent à ce qu'on appelle au 1 pour 1. Si vous avez 1 euro, ils vous donnent 1 euro. Donc si vous démarrez une société avec 1 euro, vous aurez 2 euros en poche. Ça risque de faire un peu court pour le développement de produits. Donc nous, c'est vrai que la stratégie, c'était en fait à la création, combien est-ce qu'on met de capital ? Donc on était 3 étudiants. Donc quand on sort des études, on n'a pas forcément un PEL très élevé. Mais il fallait réussir à trouver le bon juste milieu en fait, pour pouvoir aller derrière prétendre aux aides des différents organismes pour après débloquer prêts d'honneur, etc. Mais on y reviendra juste après. Justement, merci pour la transition. Si tu nous présentes un peu ton parcours, puis qu'on puisse après compléter avec Antoine et Anthony. Justement, quel a été ce parcours que tu as commencé à esquisser, par où tu es passé, du début, on va dire, où tu arrives, tu te lances le projet, ou jusqu'à t'en es maintenant, les grandes étapes, pour qu'on voit un peu ce parcours-là et comment on structure un peu ce que tu viens un peu d'expliquer, quoi. Ok. Donc nous, comme j'ai dit tout à l'heure, initialement, c'était un projet étudiant. Donc on a bien fait maturer l'idée pendant nos années d'études, donc grâce aux pépites notamment. Donc ensuite, on a créé la société en novembre 2022. Et donc là, on a fait un peu une recherche de tous les financements possibles qu'on pouvait avoir. Donc c'est vrai que quand on est des startups dans la tech, on peut aller taper dans pas mal de subventions, de prêts d'honneur, donc chacun avec son montant en fonction du projet qu'on présente. Donc pour nous, la première chose qu'on a fait, c'est aller voir la BPI, qui est le premier financeur des entreprises, la banque publique. Et on a demandé les différents financements qu'ils pouvaient avoir. Donc il y a la subvention qu'on appelle BFTE, la Bourse French Tech Émergence, qui est dédiée aux entreprises de la tech qui ont une innovation de rupture. Donc pour ça, on a du coup eu le label Deep Tech, mais sinon, je sais que pour les autres startups, on peut prétendre à la Bourse French Tech classique, donc qui est de 15 000 euros, alors que la BFTE est de 90 000 euros. Mais pour ça, il faut avoir suffisamment de ce qu'on appelle des fonds propres. En gros, c'est des sous en poche de la société. Donc, il y a le capital qui compte, plus aussi le prêt d'honneur. Donc, c'est un prêt qu'on fait à taux zéro sur notre honneur. Et donc, pour ça, on est allé voir l'organisme Wilco, mais il y a aussi l'organisme Réseau Entreprendre. Et du coup, on a fait un prêt pour chaque fondateur à hauteur de 50 000 euros. Voilà. Ok, merci. Et justement, sur cette question du prêt au début, est-ce que ça a fait pas un peu peur ? Comment tu gères ça, de se dire c'est moi au début quand même qui signe, même si après ça va financer la société, comment tu gères un peu ça ? Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où on dépose les statuts au greffe, là tout de suite on a la responsabilité qui nous arrive un petit peu en pleine face. Maintenant, c'est vrai que quand on va faire des prêts d'honneur, il faut assumer derrière de les rembourser. Après, il y a des garanties BPI, si jamais on décide de fermer la boîte, que la BPI se porte garant jusqu'à un certain pourcentage, c'est 70%. Mais oui, c'est sûr qu'on engage notre responsabilité en tant que dirigeant de rembourser le prêt et surtout de dépenser correctement les sous qu'on va nous prêter. Donc oui, il y a une certaine responsabilité derrière, mais encore une fois, je pense que le pas le plus important du début, si ça a été celui de la création d'entreprise, il n'y a pas de raison que ça se passe mal derrière pour aller demander les financements. Donc, la BPI, on précise, c'est la banque publique d'investissement, donc qui soutient beaucoup quand même d'aide au financement pour les entrepreneurs en tant que banque publique et qui est liée à toutes les institutions. Et alors, justement, pour compléter après, vous, de votre point de vue, là on voit qu'il y a un peu un parcours, on va chercher le prêt d'honneur qui permet d'accéder. C'est quoi un peu, est-ce qu'on peut parler d'un parcours de financement en tout cas un peu classique, ou est-ce que ça va être varié selon les profils et selon votre expérience à vous, comment ça se passe dans vos structures un peu, dans ce parcours pour aider en tout cas ou lancer la démarche pour essayer d'avoir cet effet de levier dont on a parlé juste avant?
Alors, il est évident qu'il y a X profils qu'on va mettre dans différentes cases. Nous, on est une case extrêmement spécifique, hein, encore une fois, vu les montants, vu le profil de nos clients. Mais je pense qu'il est important pour vous de réfléchir finalement, oui, je vais avoir besoin, et comme tu le disais, dans quelle case je vais pouvoir me positionner au départ. Ça va être quelque chose qui va augmenter, qui va monter en volume, mais il est important, comme tu le disais, de dresser vraiment quelque chose de très large et ensuite de se dire où est-ce que je vais pouvoir aller interroger, qui je vais pouvoir aller interroger, j'ai besoin de quoi. Et c'est vrai que ça permet aussi de s'interroger énormément sur son projet, de se poser plein de questions, les bonnes, qu'est-ce que j'ai de différent, parce qu'il y a les questions sont toujours un peu les mêmes, posées toujours par des gens différents, mais toujours les mêmes. D'où l'importance d'être extrêmement prêt, organisé pour pouvoir y répondre, et donc de réfléchir par rapport à son projet. Qu'est-ce qui va pas. Et c'est encore une fois en maturant tout ça qu'on construit quelque chose de plus solide. C'est vrai que chaque situation correspond à une case différente, mais finalement les interrogations vont toujours être les mêmes, être très logiques, très rationnelles, parce que le banquier d'honneur, le banquier classique, l'association va avoir besoin d'avoir en face d'elle, de lui, des gens qui sont cartésiens et des projets qui leur semblent tenir la route. Voilà un petit peu. Donc, toutes les démarches sont un petit peu les mêmes. On va interroger des gens différents, mais les démarches seront toujours les mêmes. Et le financement, il ne faut pas en avoir peur. C'est pas une contrainte, c'est une logique. Et justement, sur ces étapes à peu près que tu dis que sont les mêmes, c'est avec lesquelles à peu près que sont un peu les prérequis de base sur lesquels vous allez poser des questions qui vont aider à structurer le projet derrière aussi. Ouais, alors effectivement, dans le parcours financier, il y a cette première étape qui est très importante, qui se construit dans les 12-18 premiers mois de vie de l'entreprise, hein, parce qu'il y a certains financements qui sont accessibles uniquement après un laps de temps post-création. Donc, il ne faut pas laisser passer la fenêtre de tir. Donc, sur cette première étape de financement, bon, effectivement, les classiques, c'est prêt d'honneur, plateforme initiative, plateforme entreprendre, BPI, conseil régional, peuvent avoir des aides aussi, et puis banque avec une contre-garantie. Ça, c'est les classiques, nonobstant BPI où on est sur du classique ou sur du deep tech, mais voilà, sinon c'est les grands classiques. Donc ça, c'est toutes les boîtes avec un minimum de niveau d'ambition, tech ou plus ou moins tech, on est sur cet écosystème-là. Plus effectivement d'autres financements en fonction de la thématique du projet. Si on est deep tech, il y aura des financements supplémentaires. Si on est ESS, il y aura des dispositifs particuliers. Donc en fonction du secteur d'activité, de la nature du projet, il peut y avoir des financements supplémentaires qui dépendent beaucoup des politiques publiques, qui donnent des orientations en matière de secteur d'activité. Et donc, en fonction de ça, il peut y avoir des choses supplémentaires. Et après, donc, à l'intérieur de ce parcours, effectivement, il faut construire le sésame, c'est toujours le même, hein, c'est le BP. Hein. Donc, le business plan qui doit être construit de façon la plus précise et fiable possible. Donc, il ne s'agit pas de balancer des chiffres dans des cases. Ça, c'est facile. Hein. Il faut construire son business plan sur des hypothèses, parce que le financeur, lui, il ne va pas se contenter de regarder les chiffres dans les cases. Il va regarder ce qu'il y a derrière. Donc, ce qu'il y a derrière, c'est des hypothèses. Hypothèses de chiffres, hypothèses de recrutement, hypothèses d'investissement, roadmap, quand est-ce que je commence à commercialiser, etc. Qu'est-ce qu'il faut que je mobilise pour commercialiser, etc. etc. Donc, il y a tout un tas d'hypothèses derrière, et le financeur, lui, aguerri, il va avoir tendance à aller regarder c'est quoi les hypothèses qui ont permis de fixer tel ou tel chiffre dans la case. Donc le sérieux que l'on met dans la fixation de ces hypothèses est essentiel. Et surtout, comme tu disais, il y a 12 ou 18 mois, donc l'idée c'est de se lancer quand on est prêt
pour justement et d'arriver avec ces moyens de convaincre en fait. Ok. Et puis il n'y a pas de solution magique ou miracle dans ce que j'entends. L'idée c'est surtout de se jeter à l'eau. Ok, et ben très bien. Et justement, vous, selon vos expériences, vos points de vue, d'abord peut-être Anthony et Antoine, puis après Amandine, c'était quoi les principales difficultés que vous voyez que les entrepreneurs rencontrent quand ils viennent vous voir? Quelles sont, voilà, ou qu'est-ce qui manque peut-être dans leur dossier, ou qu'est-ce qu'ils n'appuient pas? Justement, tu as parlé un peu de tout ça. Voilà, c'était quoi ça? Qu'est-ce que vous voyez qui galère le plus à peu près? Alors, la grosse difficulté toujours, enfin, la principale, c'est la dimension commerciale. C'est-à-dire que classiquement, et avec la culture française en plus, l'orientation client, c'est pas forcément naturel, quoi. Donc on va plutôt s'orienter sur la partie technique. Le volet commercial, c'est plus compliqué. Donc très souvent, on voit des projets, et ça engendre des problématiques financières derrière, parce que on tarde à aller voir le client, donc les modifications nécessaires dans son business model, dans son offre, viennent peut-être trop tardivement. Pendant ce temps-là, on perd du temps, on crame du cash, et puis on peut se retrouver à un moment donné à court de cash, parce qu'il n'est pas extensible, sans avoir trouvé son marché et sans avoir réussi à enclencher un début de traction commerciale. Et là, on peut se retrouver dans l'impasse parce qu'on n'a ni finance ni commerce. Ça va devenir compliqué. Donc, le conseil à donner, le message à faire passer, c'est raisonner au moins autant client que produit. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un client qui sorte l'échiquier pour acheter votre solution. Donc, et il faut s'y intéresser très vite parce qu'on est sur des projets innovants avec un fort degré d'incertitude. Donc il y a plein de paramètres qui peuvent évoluer. Et plus tôt on se confronte à cette réalité, mieux c'est pour effectuer ces évolutions qui sont tout à fait naturelles, mais le plus tôt possible pour éviter de cramer trop de cash et se retrouver à court sans avoir l'attraction commerciale qui prend la suite. Toi, t'es avec ton prisme à toi, mais... Nous, on est encore une fois sur des projets qui sont très très variés, qui sont très différents, mais c'est vrai que l'écueil est finalement le même. On a en face de nous des gens qui ont un vrai savoir-faire. Ils savent faire quelque chose. Maintenant, la question, c'est il y a une idée, il y a un savoir-faire. Maintenant, il y aura une production d'un produit, de quelque chose. La question, c'est la cible, évidemment. Donc, le succès commercial. D'où l'importance, encore une fois, de vraiment réfléchir. Se lancer, il faut se lancer. Mais trouver exactement le positionnement du curseur pour très vite avoir un projet, un produit qui parle à la cible et donc avoir déterminé tout de suite cette cible. Et pas plus on tâtonne, comme tu le disais, plus on s'égare, plus on perd de temps, plus on perd d'argent, plus on perd de morale. C'est très important aussi dans un projet. Et là, le risque, c'est évidemment de se planter. Donc, réfléchir en amont à sa cible, vers qui je vais aller. Et donc, finalement, c'est ma cible qui va presque déterminer mon produit. En sachant que le savoir-faire, je l'ai de toute façon. Donc, se faire absolument accompagner là-dessus. C'est ce qu'on disait dès le départ. On a des gens, que ce soit des étudiants, que ce soit de la tech, que ce soit complètement autre chose, des petits, des grands, des gros, des gros montants, des tout petits montants, qui ont un savoir-faire, mais qui vont devoir, du jour au lendemain, se mettre sur la tête, non pas la première casquette qu'ils avaient, mais une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Et ça, tous les jours, finalement. Donc, il faut être prêt et pas perdre de temps sur la question commerciale parce qu'il y a 1000 autres questions à régler, il y a 1000 autres points qui vont se présenter auxquels on n'aura pas pensé. La question du financement aussi, et donc de préparer un prévisionnel, permet aussi de se poser toutes ces questions. Qu'est-ce qui peut arriver, ceci, cela, etc. Donc c'est un tout, il faut être prêt, il faut avoir le moral, il faut être très optimiste, mais les projets fonctionnent. Moi, je vois chez nous, au bout de 3 ans, il y a encore 85 ou 87%
de nos clients qui existent encore. Donc on est très au-delà de la moyenne nationale, mais il y a une énorme question de motivation et de préparation en amont. Ouais, je voulais ajouter une chose. Nous, il y a un profil de porteurs de projet qu'on aime bien chez nous. C'est des gens qui, de par leur expérience professionnelle, étaient les clients en posture de client avant de démarrer leur projet. Ils basculent de l'autre côté de la barrière. Donc ils étaient dans la position du client et puis ils se sont aperçus qu'il y avait des lacunes. Ils se sont dit, tiens, cette lacune-là, je vais essayer de la combler. Et ils passent de l'autre côté de la barrière en lançant un projet en vue de répondre à cette lacune. Et donc c'est des profils assez intéressants parce que tout le travail de compréhension du réel, ce travail-là, en démarrant le projet, ils l'ont déjà fait eux. Donc ils gagnent un temps fou par rapport à d'autres porteurs de projets qui viennent de l'extérieur et qui ont toujours un temps d'apprentissage du réel qui est plus long. Donc les gens qui viennent de l'autre côté de la barrière et qui se lancent, c'est plutôt pas mal comme porteurs de projet parce qu'ils gagnent du temps. Ou aller chercher pour compléter l'équipe aussi. Voilà. Ouais, ça peut être ça. Le retour d'expérience alors de ton côté. Oui, alors je vais peut-être faire l'avocat du diable, mais en fait, il peut y avoir de multiples raisons qui font qu'on peut avoir un refus ou un retour d'amélioration de certains organismes de financement. En fait, il y a tellement de paramètres à prendre en compte quand on rédige un BP qu'il suffit qu'il y ait un tout petit endroit où, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, la cohérence n'y est pas. Et ça passe pas. Donc il y a à la fois la partie traction commerciale, mais ça c'est un vrai cercle vicieux parce que sans argent on peut pas développer le produit, sans produit ça sert à rien. Enfin on peut aller voir les clients, ils vont dire d'accord, votre produit il est comment? Oui, alors on l'a imaginé, c'est sur un dessin. Bon, voilà, il faut aussi projeter le client et lui montrer qu'il peut avoir confiance en nous. Donc en fait, c'est ce cercle vicieux-là. Et c'est vrai que quand on démarre, on peut se dire, bah en fait, quel que soit l'axe que je prends, la roue, elle va pas tourner correctement. Donc ça, c'est essayer de voir comment est-ce qu'on peut justement améliorer ce process-là. Il y a aussi l'équipe. On en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est hyper important de voir la complémentarité entre les fondateurs quand il y en a plusieurs. Si on a un projet deep tech, mais qu'on est 3 fondateurs à être dans la tech, c'est vrai que les gens vont se poser la question, qui c'est qui va gérer le commercial, qui c'est qui va gérer la partie financière, la partie propriété intellectuelle. Et ce qui vient avec l'équipe, qui est très important et qu'on oublie souvent, c'est les partenaires. Qui est-ce qui a... Enfin, en gros, c'est les petits logos qu'on peut mettre à la fin des PowerPoint ou du business plan, mais qui est derrière nous, qui fait qu'on va être beaucoup plus crédible. Parce que nous, c'est un petit peu le souci qu'on avait, en fait, quand on sort des études, finalement, bon, si on a fait stage, voire alternance, on a un petit peu d'expérience, mais nous, notre stratégie, c'était de tisser une toile d'araignée qui va être la plus grande possible, parce qu'on est des primo-entrepreneurs, donc souvent pour les banques, ça peut faire assez peur. On sort de l'école, donc expérience professionnelle quasiment inférieure à 6 mois, et en plus de ça, tout ce qui est financement, marché, etc., on ne connaît pas. Donc là, c'est vrai que pour convaincre les personnes qu'il faut investir en nous et en croire en notre projet, il faut sortir les bons arguments. Donc pour ça, on peut avoir des partenaires. Voilà, le Pépite, c'est un super bon début. On peut avoir aussi d'autres programmes d'incubation. Commencer la BPI, quand on a le logo BPI, ça commence à être plutôt sympa, les prêts d'honneur. Et après, oui, rester cohérent dans le business plan et pas voir trop gros dès le début, je dirais. Parce qu'effectivement, surtout dans la tech, comme dirait la comptable, on est des vrais crameurs de cash. Et souvent, les cycles de vente sont très longs. Enfin, nous, je vois, on s'adresse à des industriels de l'agroalimentaire. Donc, voilà, on a des gros noms en tête, souvent. Donc, pour aller convaincre un Danone ou un Nestlé qu'il faut acheter le produit DNTech avant même qu'il soit développé et concret dans les mains, voilà, il faut avoir différents argumentaires. Donc le financement est là aussi pour rendre crédible le projet. Et toi, qu'est-ce qui t'a... Ça, c'était la principale difficulté que tu as rencontrée, mais ce qui t'a aidé, toi, à la surmonter, c'est cet accompagnement-là. Et est-ce que tu as eu d'autres difficultés aussi que tu as rencontrées à ce moment-là plus facilement? Ouais, en fait, nous, ce qui nous a vraiment aidé, c'est l'entourage via ces partenaires-là, les programmes d'incubation, les mentors aussi. C'est super important d'avoir des mentors.
parce que c'est des personnes qui vont avoir un regard externe sur votre projet et qui sauront bien vous conseiller, et c'est des personnes qui seront toujours bienveillantes. Et après, ce qui aide beaucoup, dans notre cas, c'était de faire des petites interviews pour tester justement cette traction marché. Et même si on ne vend pas demain aux industriels, on a des premiers contacts avec eux où on a pu tester l'idée. Voilà, on a un projet, on souhaite développer un outil pour détecter les bactéries. Quelles sont vos problématiques à l'heure actuelle? Et comme ça, quand vous allez passer devant les commissions, parce qu'on dépose le BP, mais après il y a la partie orale, donc il faut s'y préparer aussi. On dit, ok, on n'a rien de signé, on n'a pas de contrat. Néanmoins, on a interviewé telle personne, telle personne, telle personne. Donc, voilà, c'est assez solide quand même. Donc l'importance du concret, quoi, pour justement prouver les hypothèses dont Anthony parlait et arriver. Ok. Et donc justement, là, on a vu donc cette validation commerciale haute. Vous, avec tous les acteurs d'accompagnement, de financement de la création qui existent, alors, la chance en France, il y en a beaucoup, notamment en Île-de-France, mais il y en a dans toutes les régions, énormément d'acteurs qui fonctionnent en réseau. Quel est le conseil que vous avez donné pour se repérer dans cette, on va dire, cette magnifique écosystème et ce grand écosystème aussi, et justement comment vous allez, on va dire, quel serait le conseil que vous donneriez après pour commencer cette quête, on va l'appeler comme ça, la quête du financement, en tout cas le début de la recherche, vous, pour justement surmonter ces difficultés-là qu'on vient d'évoquer, quoi. Qui souhaite prendre le... Tu veux? Alors, ça revient à ce qui vient d'être dit, hein, c'est dans votre entourage, quelle que soit la forme que ça prend, ça peut être un mentor, ça peut être un partenaire, que vous ayez au moins une personne qui a une vue globale sur cet écosystème, parce que c'est quand même des écosystèmes assez complexes, avec un ordonnancement, c'est-à-dire qu'il y a les gens à aller voir en premier, en deuxième, en troisième, il y a des règles à respecter, et quelqu'un qui maîtrise toutes ces règles, parce qu'on a vite fait de se tromper. Nous, on voit beaucoup de porteurs de projets qui viennent nous voir peut-être un peu trop tard, qui n'ont pas activé certains financements qu'ils auraient pu activer, parce qu'il y a juste personne qui leur a dit il y avait ça. Trop tard. Ou qui l'ont fait pas de la bonne façon, etc. etc. Donc, si on a la bonne compréhension dès le départ de qui je peux aller voir, à quel moment, comment, voilà, ça évite derrière des erreurs ou des oublis qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses. Okay, donc vas-y Antoine, si tu veux compléter. Non, encore une fois, nous, on est un tout petit maillon d'une chaîne qui est effectivement très, très complète. C'est important de le savoir, c'est important de se le dire. Qui va pouvoir amener... oui, il y a des gens qui ont le savoir. Toi, tu accompagnes. Il faut aller chercher des gens qui ont l'habitude d'accompagner. Il faut absolument aller chercher du conseil. Il faut absolument aller chercher un accompagnement proche ou un peu plus loin, mais tout seul, c'est plus que compliqué. C'est impossible. C'est même pas compliqué, voilà, c'est vraiment le mot, c'est tout seul, et même si on équipe une équipe de 2, 3, je vois autour d'ici, vous êtes jeunes, c'est bien, il y a énormément de motivation, il y a énormément d'enthousiasme, il y a beaucoup de savoir-faire, mais il faut absolument avoir du conseil et avoir un appui bienveillant. Le mot a été dit, c'est super important. Des gens qui ont une expérience X, Y, Z. Alors peut-être qu'ils ne maîtrisent pas toute la chaîne, hein, peut-être que ce ne sera pas des spécialistes du financement de l'entreprise depuis A jusqu'à Z, mais tous les avis sont bons à entendre. Et il faut avoir quelques personnes d'extrême confiance qui vont pouvoir centraliser là-dessus et se faire aider. Il y a des gens qui sont là pour ça. Il ne faut pas hésiter à se faire aider et à dire « j'ai besoin d'être aidé ». J'ai besoin, et c'est normal. Il faut que ça soit dans la tête de se dire « c'est légitime quand on démarre d'être aidé ». Ou alors on pense qu'on sait tout. Moi, j'en connais pas. C'est plutôt une bonne chose au départ, hein, parce qu'il y a un écosystème complet, complexe, mais à la base complet, d'acteurs financiers. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. À la base, il
on a la chance en France d'avoir des écosystèmes de financement plutôt bien faits. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais effectivement, ça engendre derrière une complexité. Et donc, ce que je comprends aussi, ne pas hésiter aussi à y aller peut-être un peu trop tôt. Au pire, on vous dira c'est trop tôt, revenez plus tard. Mais au moins, on aura déjà peut-être fait ce premier pas vers quelqu'un qui dira allez voir telle personne, vu qu'on a l'impression que ces acteurs bossent quand même beaucoup en réseau et en lien. Ça permet au moins de, si on ne sait pas trop où aller, de se dire le premier contact que j'ai, j'y vais et puis on verra derrière, quoi. Oui, c'est vrai que c'est totalement la stratégie qu'on a eue en fait, parce que le projet étudiant, on l'a eu quand on était en licence, donc en 2019, et après tout au long de nos études, on l'a gardé en mode sous-marin, parce qu'on faisait de l'alternance à côté, plus les études, ça faisait beaucoup à gérer, mais on s'est dit, il faut quand même qu'on prépare, parce que au moment où on crée la société, on ne peut plus faire retour arrière. Une fois qu'il y a le CABIS, on peut plus se dire ah mince, j'aurais dû faire autrement. Donc nous, la stratégie qu'on a eue, c'est de faire pas mal de salons, les salons dédiés à l'entrepreneuriat. Il y en a un en ce moment même, c'est Vivatech, mais ceux qui nous ont beaucoup aidés, c'est le salon Go Entrepreneur, qui était il y a quelques mois à la Défense. Il y avait aussi l'événement Big de la BPI, qui est chaque année au mois d'octobre. Et en fait, c'est les seuls salons, aujourd'hui à notre connaissance, où vous aurez l'intégralité des partenaires ou des organismes dont vous aurez besoin en tant que start-up. Les cabinets d'avocats, les cabinets comptables, les cabinets de financement de l'innovation, les cabinets de propriété intellectuelle quand on est dans la tech, les juristes, tout ce qui va être justement programme d'accompagnement ou financement, tous les organismes de prêt d'honneur, les banques. Et en fait, servez-vous de ces moments-là qui sont opportuns justement à l'entrepreneuriat pour poser toutes vos questions et surtout challenger votre projet. Nous, c'est ce qu'on faisait. On s'amusait à faire des pitchs à blanc ou des présentations. Et en fait, on avait des retours des banquiers ou des personnes de programme ou d'incubateurs qui nous disaient « Ah ouais, mais attention, là, l'attraction commerciale, ça manque de concret, justement. Il vous manque des interviews. Même si on sait pertinemment qu'on ne signe pas en 2 jours avec un industriel, les cycles de vente sont très longs. C'est en moyenne 6 mois, voire 1 an. Donc au moment où on commence à discuter avec un industriel, on sait que ce sera seulement dans minimum 6 mois que le deal sera signé. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant 6 mois et il faut convaincre derrière les personnes de nous financer des sous pour justement tenir en trésorerie pendant ces 6 mois-là. Donc voilà, nous c'était au niveau de ça. Et après oui, les programmes d'incubation, en général ils vous font de l'accompagnement avec, vous avez soit des chargés d'affaires, soit des mentors, donc n'hésitez pas à vous servir de ces personnes-là, posez-leur toutes les questions, il n'y a pas de questions bêtes. Et aussi, autre point, c'est de discuter avec les autres entrepreneurs. Peu importe s'ils sont dans votre secteur ou pas, c'est un petit monde. En général, on se connaît tous. Et ce sera toujours avec bienveillance qu'on pourra vous aider si c'est des étapes par lesquelles on est passé. Et on se rend souvent compte que quel que soit le type de projet et l'ampleur que ça a, on a toujours les mêmes problèmes au final. Merci à tous les trois déjà pour ces discussions. Le but, c'est aussi d'interagir. Donc, on va faire passer un micro. Si vous avez des questions, on est là pour justement échanger. Donc, je vous en prie, levez la main. Et comme ça, on pourra interagir durant les 10 minutes qui nous restent. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde pour cette intervention très nourrissante et intéressante. J'ai plutôt les questions parce que nous travaillons dans le projet tech et forcément, nous rencontrons ce cycle vicieux entre il faut le développer, pour le développer, il faut avoir les fonds, pour avoir les fonds, il faut montrer les résultats, pour avoir les résultats. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour faire le parcours? Forcément, on est incubé aussi, donc on a plein de parcours derrière. Mais ça reste quand même stressant pour nous parce qu'on cherche toujours le financement. Ou pour chercher le financement, on perd trop de temps. Donc, Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse miracle, hein, malheureusement, à cette question. Toutes les startups de la tech se posent cette question-là. Mais en tout cas, nous, d'expérience, au début, on était trop focus à faire un prototype ou quelque chose de parfait et qui soit vraiment dernier cri et qui soit tout de suite commercialisable.
Et en fait, justement, c'était en étant en Pépite, quand on veut créer une voiture, faut d'abord passer par le stade trottinette, vélo électrique, scooter, pour aboutir à la voiture. On ne cherche pas à construire tout de suite une voiture, et c'est ce qui rend justement cet aspect un petit peu plus concret, avec un petit prototype. Voilà, même si c'est du carton, c'est pas grave. Ça aide les gens à se projeter, en fait, et à se dire, ok, ils ont réfléchi un petit peu comment faire ça, et en fait, ce qui se cache derrière tout ça, c'est le risque. C'est quelle part de risque est-ce qu'on va prendre à croire en votre projet. Et ça, typiquement les investisseurs, parce que bon, là, on est essentiellement, on parle pas mal de financement non dilutif, donc les subventions, les prêts d'honneur, etc. Mais après, il y a encore une grosse marge au moment où on va voir les investisseurs, donc que ce soit les business angels ou les fonds d'investissement. Et là, je dirais l'exigence, le degré d'exigence n'est pas du tout le même. C'est encore plus haut. Donc si déjà on peut essayer de challenger ça avec les organismes de financement non dilutif, on sait que ça pourra faciliter le travail derrière avec les investisseurs. Mais oui, c'est un cercle vicieux. Donc quand on n'a pas l'attraction commerciale parce qu'on n'a rien à vendre, surtout dans la tech, je dirais que c'est de faire un maximum d'interviews avec les clients potentiels. Et en plus de ça, nous on a remarqué qu'en se présentant juste en tant que projet R&D, les gens avaient beaucoup plus tendance à discuter de leurs enjeux et de leurs problématiques que si on vient en disant voilà, on a un produit. En fait, c'est vu comme de la démarche commerciale, et souvent les grands groupes, ils n'ont pas le temps. Enfin, vraiment, ils se font démarcher tous les jours par 250 millions de startups qui vendent un produit dans chaque thématique. Et c'est vrai qu'avoir cette approche-là plus centrée sur les problématiques terrain est en général mieux appréciée. Et en fait, il faut bien surtout garder le contact chaud de cette personne-là et de vérifier, parce que ça se trouve, cette personne-là, demain, elle peut partir dans une autre société, et du coup, voir si elle ne peut pas vous mettre en relation avec quelqu'un d'autre de cette même société-là. Comme ça, vous avez un backup de contact au cas où. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Puis on va en prendre une deuxième dans la foulée, comme ça. Bonjour. J'ai une petite question. Actuellement, on est en anté-création de notre future start-up, on l'espère. Et ma question, elle concerne justement les démarches auprès des potentiels financeurs type Wilco ou BPI, etc. Je vois qu'il y a le pass création pour la BPI, mais est-ce que c'est possible de commencer à anticiper la réflexion autour du dossier de soumission, la réflexion autour du financement avec ces organismes-là avant même d'être créés, justement parce qu'on se pose la question exactement de quand se créer, quel est le moment pertinent. Est-ce qu'on peut commencer au maximum à avancer là-dessus avant même de se créer? Alors, oui, vous pouvez prendre des premiers contacts, parce que ça mange pas de pain, et puis ça vous aidera. Maintenant, on parle d'organismes financiers qui aident des entreprises, donc des structures morales qui sont juridiquement créées. Vous pouvez prendre contact avec eux, mais plus dans un mode d'apprentissage que déjà dans une démarche ou pour vous faire connaître en disant voilà, il y a ce projet-là, on travaille dessus, et il y a un moment donné, on va venir vous voir. Mais il faut plutôt raisonner à l'inverse en disant à quel moment il est opportun de créer la société pour pouvoir ensuite aller frapper aux portes concrètement des financeurs. Et ça, c'est une question de maturité de business model. C'est-à-dire quand je commence à savoir qu'est-ce que je vends, à qui, comment et à quel prix, ça commence à être plus clair. Il y a un moment donné, on peut basculer, quoi. Mais faut éviter. On a vu ça aussi, on voit ça aussi régulièrement, d'aller voir les financeurs dans une démarche déjà de sollicitation de financement trop tôt en n'étant pas prêts, parce qu'ils sont aussi hyper sollicités. Donc si on fait une mauvaise impression au début, ça va être peut-être plus compliqué de rattraper le coup derrière. Donc dans une optique de prise de contact et d'apprentissage, oui. Dans une optique de sollicitation, pas trop tôt non plus. Il faut avoir le bon niveau de maturité au niveau du projet. Ouais. Et oui, en fait, j'ajouterais, parce que c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut se créer quand on est prêt, mais nous, la question qu'on s'est posée, comment est-ce qu'on sait si on est prêt ou pas? Il y a souvent 3 paramètres à prendre en compte. Est-ce qu'on est avec les bonnes personnes? Est-ce que c'est le bon moment?
et est-ce que j'ai la bonne idée. Et c'est vrai que si on sent qu'il y a un de ces 3 paramètres qui est un peu bancal, je pense vaut mieux retarder au maximum la création de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où vous serez créé, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, il y a des fenêtres de tir pour certains financements. Par exemple, tout ce qui est bourse French Tech Émergence, vous avez 1 an pour demander à partir du moment de la date de création. Donc c'est vrai qu'au moment où vous soumettez le dossier à la BPI, pour la BFT ou la BFTE, il faut avoir tous les éléments en tête pour présenter un dossier propre et cohérent. Donc c'est vrai que vaut mieux retarder un petit peu la création pour pouvoir réfléchir à tous ces aspects-là. Et après, nous, je sais qu'on s'était quand même entraîné sur des vrais dossiers BPI, parce que grâce aux incubateurs et aux contacts qu'on avait avec les entrepreneurs, on avait réussi à récupérer les trames de ce qu'ils demandaient. Je ne sais pas si je suis censée le dire, mais bon. Les informations circulent. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, si j'ai. Non, avec le micro, c'est mieux. À moins qu'il y ait quelqu'un d'autre. Non ? C'est bon ? Je vais juste faire suite à la question, mais du coup, en termes d'antécréation, vous étiez incubé, vous, dans un pépite. Vous avez fait comment pour financer les premiers éléments de recherche s'il n'y a pas de création d'entreprise, tout bêtement ? Enfin, à quel financeur on est éligible en tant que porteur uniquement, sans entité juridique ? Alors, porteur de projet, c'est très compliqué. Nous, on a eu la chance de pouvoir être incubé avant la création au Génopole, donc il y a un biocluster spécialisé dans tout ce qui va être biotech, agritech, foodtech. Et donc, on avait postulé au programme Shaker. Donc, en gros, c'est un programme qui dure 6 mois, 1 an, où on nous donne une enveloppe de 5 000 €, plus accès à un laboratoire 7 jours sur 7, 24/24. Donc, c'est vrai que quand on fait des études à côté, c'est plutôt pratique, parce que c'est vrai que certains programmes ou autres éléments, il faut être à temps plein, souvent. Et c'était d'ailleurs aussi un des premiers soucis sur lesquels on s'est heurté, c'est qu'en fait, les fondateurs doivent être à temps plein quand on demande des finances. Donc nous, on était 3 étudiants. Donc aller convaincre la BPI de dire on a l'école à côté, à 17h et la nuit, on fait notre projet. Non, ça passe pas du tout. D'ailleurs, l'argument de je travaille le week-end et les jours fériés, ça passe moyen aussi. Donc vaut mieux au moins avoir un fondateur à temps plein. Et ça, c'est vrai que c'est le minimum syndical pour pouvoir convaincre les financeurs. Donc après, voilà, c'est un peu de la débrouillardise. Quand on a commencé dans le labo, on faisait les manips avec du scotch. Voilà, c'est aussi le côté de l'entrepreneuriat, c'est qu'on devient souvent des MacGyver, quoi. Alors, dans certaines régions, il y a des dispositifs. À partir du moment où justement on rentre dans un incubateur officiel de la région, il y a des dispositifs financiers, alors 5 000, 10 000, 15 000, en fonction de la région, qui financent le projet en incubation. Alors, pas pour se financer soi-même, mais pour financer des prestataires, un bureau d'études, etc. Donc, des intervenants extérieurs. Donc, on a une enveloppe financière pour payer ces intervenants extérieurs qui peut aller jusqu'à 15 000 € dans certaines régions. Pour compléter. C'est à peu près tout. En création, malheureusement, il y a pas. Ou alors c'est deniers personnels si on a un peu plus de sous, mais en création, il y a malheureusement pas beaucoup de solutions. Il y en a beaucoup plus après création, mais en création, il n'y a pas beaucoup de solutions. Et il y a aussi dans les universités des bureaux un peu d'études internes avec des ingénieurs des fois aussi, ou des laboratoires qu'il ne faut pas hésiter à contacter pour prototyper, puisqu'ils pourront aider ou en tout cas mettre à disposition de ressources. Dans l'Alliance Sorbonne Université, donc avec l'Université de Compiègne, excusez-moi, vous avez une équipe qui s'appelle Summit, qui est une équipe d'ingénieurs qui des fois où il y a des partenariats qui sont faits. Donc, ce ne sera pas pour tous les projets, mais voilà, faut entre certains incubateurs comme le Génopole ou certains programmes, une fois que vous allez rentrer dans un accompagnement, vous allez avoir des financements. Et puis voilà, en interne des universités ou voilà, des structures d'enseignement supérieur de recherche, voilà, il y a des Fab Labs, il y a des équipes dédiées aussi pour ça. Donc il ne faut pas hésiter non plus à aussi se faire connaître, et c'est aussi pour ça qu'on est aujourd'hui. Il y a tout ça, et c'est le rôle aussi de Pépite et de l'université et des départements d'accompagnement de vous aider à vous rencontrer ces acteurs-là.
Eh bien, écoutez, on arrive à la fin, donc en résumé, quand même, pas mal de bons conseils, mais se lancer au plus tôt, en tout cas, ou réfléchir dès le début au financement, essayer voilà, de contacter des membres de l'écosystème, en tout cas pour mieux le comprendre et se lancer, être accompagné, je pense qu'on a bien, c'est nécessaire, on en a tous besoin, et ce sera vu en plus comme une force d'arriver avec justement des partenaires qui diront bah, nous on connaît cette personne-là, on vous l'envoie. Et surtout, moi j'ai retenu avoir des hypothèses, des éléments concrets et avoir commencé à réfléchir à cette question commerciale qui quand même reste à un moment donné le fer de lance. C'est-à-dire que tout l'argent que vous avez levé va au bout d'un temps devoir être concrétisé et au bout d'un temps ce sera ça qui fera l'effet boule de neige. Eh bien écoutez, merci en tout cas à tous les trois pour cette discussion. On va clore cette table ronde-là. La prochaine table ronde aura lieu donc à 14h45. Ce sera sur les financements innovants. Donc on aura aussi 4 autres structures qui ont d'ailleurs été commencées à un peu être citées ici. Donc le réseau Entreprendre, des fonds de VC et également d'autres réseaux de prêt, notamment la Banque Populaire aussi qui sera là. Et donc on vous retrouve après la petite pause à 14h45. Et merci de votre attention.